Une autre Afrique existe. Elle est jeune, ingénieuse, inépuisable, interconnectée avec le reste du monde. Chaque jour, elle crée des innovations pour son développement. Un développement qui respecte ses hommes et son environnement. Nous faisons face à des défis économiques, sociaux et environnementaux grandissants. Des défis connus depuis 1972 datent du premier sommet de la Terre où le monde s'est engagé à changer son modèle de développement. 2012 était une année importante. Rio + 20 était le 4e sommet de la Terre. Ses résultats sont loin des enjeux. Puis, en décembre 2012, à la conférence sur le changement climatique, des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou l'Afrique du Sud ont perdu d'importants outils de lutte contre le changement climatique. Pourquoi ? Parce que si les défis sont connus, les opportunités sont méconnues. Il est pourtant urgent de s'engager dans un développement durable. Les rapports des grandes agences en témoignent. Crise financière, crise énergétique, crise alimentaire, changement climatique, crise sociale, ces crises sont liées entre elles et elles sont mondiales. Comme les émeutes qu'elles ont déclenchées en 2008, baptisées émeutes de la vie chère ou émeutes de la faim selon les pays. Ces crises sont de nouveaux défis pour notre développement, mais surtout, ce sont des opportunités d'innover. D'innover pour un développement durable, pour engager l'Afrique dans une économie verte post-industrielle. Et l'Afrique a des solutions, issues de ses pratiques ancestrales ou de technologies innovantes. Le premier défi, c'est la vitesse de la croissance démographique. De 1804 à 1927, elle est passée de 1 à 2 milliards d'habitants dans le monde en 123 ans. Depuis 1974, elle augmente de 1 milliard d'habitants tous les 12 à 14 ans. Nous étions 7 milliards en 2011, nous serons 9 milliards en 2048. J'ai décidé de faire un grand travail sur la Terre et c'est vrai que c'est un travail qui m'a complètement transformé. Transformé pourquoi ? D'abord transformé parce que la beauté du monde, la Terre est toujours une œuvre d'art incroyable. Transformé par l'impact de l'homme sur la Terre. Moi, quand je suis né, on était un peu plus de 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Dans ma vie d'homme, j'aurais vu la population du monde tripler. La question de la démographie, c'est un couteau à double tranchant. Un pays qui n'est pas peuplé, il ne peut pas développer une économie qui soit solide. La démographie actuelle, nous sommes à la limite où on peut satisfaire les besoins. Mais le comportement de la population fait que cela impacte sur l'environnement. Notre consommation d'énergie, nos modes de consommation alimentaire, c'est tout ça qui fait qu'il y a une inadéquation entre la population et les systèmes de production et l'environnement. En 2010, nous étions 1 milliard d'habitants en Afrique. Nous serons 1,5 milliard en 2030 et 2,2 milliards en 2050. Cette croissance démographique n'est pas que un défi. La population est jeune, la moyenne d'âge est de 18 ans. Ces jeunes sont une chance pour notre développement, si nous préparons les emplois, les habitats et les ressources pour les accueillir, sans détruire notre environnement. Car les changements environnementaux sont notre second défi. Ce graphique montre l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde de 1986 à 2006. L'Afrique, avec son climat difficile, est le continent le plus touché. Ces catastrophes sont exceptionnelles. Elles affectent nos infrastructures, nos outils de production et nos conditions de vie. Chaque jour, des changements environnementaux imperceptibles se mettent en place. Et en 2020, certains seront irréversibles. Vraiment, depuis un certain temps, nous savons que le climat a beaucoup changé. Temperature is increasing. Les températures augmentent, les pluies changent. Cela affecte l'agriculture et nos conditions de vie. This affects the living conditions. La plupart de nos secteurs socio-économiques en Afrique sont directement tributaires des conditions climatiques ou météorologiques. Et malheureusement, les technologies ou les techniques employées ne sont pas suffisamment robustes pour faire face aux chocs climatiques. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons, c'est la terre sur laquelle nous passons. Quand ces trois éléments-là ils sont en panne, on est en panne. Leurs conséquences sont aussi connues que leurs solutions. La sécheresse qui a frappé les États-Unis, l'Asie et l'Afrique en 2012 fait craindre des crises alimentaires en 2013. Ce rapport souligne l'importance du risque en Afrique, mais estime qu'il peut être contenu par des mesures appropriées, prises à temps et sans panique. Nous devrons donc ralentir ces changements environnementaux. Certains ne pourront pas être arrêtés. Nous devons nous y préparer et nous en avons les compétences. La vie chère est notre troisième défi, car depuis 10 ans, ce phénomène est exceptionnel.
Regardons, de 1900 à 2002, le prix des 33 matières premières les plus utilisées dans le monde. Aluminium, pétrole, huile de palme, maïs, etc. Si nous faisons une moyenne des prix, ce graphique montre que pendant 102 ans, ce prix a toujours baissé. À 4 grandes exceptions, le justifiant facilement. Les 2 guerres mondiales et les 2 chocs pétroliers. Mais de 2002 à 2010, ce prix a augmenté de manière plus spectaculaire que pour aucun de ces événements. Et ceci n'est pas une spéculation hasardeuse. Le monde utilise ses ressources à un rythme alarmant. Le problème n'est pas vraiment la rareté des ressources. Elles sont plus difficilement accessibles, plus coûteuses, nous sommes plus nombreux, elles sont plus chères. Ces 3 défis sont identifiés depuis le premier sommet de la Terre à Stockholm en juin 1972. En juin 2012, le sommet de Rio+20 marquait 40 ans. 40 ans de rencontres des États et des politiques, 40 ans de travaux scientifiques, d'activités économiques, de stratégies de développement durable pour répondre à ces défis. Et l'Afrique a des propositions pour une économie verte. Pour les mettre en œuvre, il faut connaître les innovations de nos chercheurs, nos acteurs. Il faut vouloir et pouvoir les appliquer. Stockholm 72, Rio 92, Rio 2012. Ces sommets des Nations Unies sont notre seule chance de voir les gouvernants de ce monde se réunir pour chercher des solutions. Mais Rio+20 a montré un processus en panne. Les crises actuelles ne facilitent pas les décisions. Pourtant, depuis Stockholm, nous savions qu'après l'an 2000, ça serait compliqué. Les limites de la croissance, publié en 1972, est le premier rapport à disposer de bases scientifiques solides pour étudier 4 clés du développement mondial de 1900 à 2100. Avec la hausse de la population mondiale, il a fallu augmenter la production alimentaire et la production industrielle. Naturellement, les ressources accessibles diminuent et la pollution augmente. Après l'an 2000, ce système s'effondre. La hausse de la population accélère la chute des ressources, puis de la production qui a déjà causé d'importantes pollutions. En 2100, il nous reste une population importante, un environnement dégradé et très peu de ressources. Ce développement ne peut pas durer. C'est pour ça que l'on parle de développement durable. La notion de développement durable repose sur 3 piliers, le pilier écologique, le pilier économique et puis le pilier social. Cela signifie en langage humain que nous devons laisser pour nos enfants et nos petits-enfants exactement ce que nous avons trouvé, les opportunités, les ressources, la qualité de notre environnement, la qualité d'énergie. Si possible, nous devons même l'améliorer. Et c'est un problème qui a des solutions de réglementation, de science et de bonne gestion. Chacune d'entre elles étant intégrée comme dans une recette de cuisine. Et le fruit de cette recette est un plat très raffiné que nous préparons pour les générations futures. Mais en réalité, dans la mise en œuvre du développement durable, il faudrait descendre à l'échelle locale. Parce que c'est un développement local pour des populations locales par rapport à des problèmes qui sont au niveau local, sans oublier le contexte global qui influence nécessairement le contexte local. Le développement durable est un champ d'opportunités, local et international, qui existe pour chaque secteur du développement. Plusieurs programmes de développement n'ont pas atteint leurs objectifs pour les raisons dont la non prise en compte ou l'insuffisance de la prise en compte du facteur climat et facteur temps. L'environnement et la santé, puisque c'est 2 éléments qui sont associés. Il s'agit d'assurer la sécurité énergétique. Maîtriser l'eau de surface pour que le facteur limitant essentiel pour la production puisse être soustrait aux aléas climatiques. Pour l'agriculture propre, je dirais que si j'en reviens au continent africain, c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Nous, les pays africains, nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes garants de la préservation de ce patrimoine biologique qui a été mis en œuvre depuis 4 milliards d'années. On veille notamment que les forêts africaines soient exploitées moins sauvagement. Les gens se rendent compte qu'avec l'avancée de la mer, la pénurie de la mer, il n'y a pratiquement plus rien à gagner ici. Donc les gens s'en vont. Le mécanisme de développement propre qui permet de transférer des ressources financières des pays occidentaux vers les pays en développement. Il représente 100 milliards de dollars de transactions l'année dernière. Il y a beaucoup de choses à régler en Afrique, comme la corruption par exemple, dont on ne parle jamais, et qui est le problème de fond en Afrique. J'ai dit que la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la pauvreté
sont un facteur déterminant dans la stabilité et dans la sécurité globale. Chaque secteur économique a ses opportunités de développement durable. Rio+20 a réuni des milliers de personnes autour de l'économie verte pour transformer 40 ans de conception du développement durable en opportunités économiques. L'Afrique peut engager sa transition verte. Nous avons les savoirs. Que nous manque-t-il ? Depuis Stockholm 1972, en passant par Rio 92, je pense qu'on a quand même amassé un certain nombre de connaissances, un certain nombre de solutions, un certain nombre d'outils. L'un des freins les plus importants, c'est la perception populaire. Le deuxième frein, c'est l'appropriation par les dirigeants. Et puis le troisième, c'est la faible utilisation des moyens de communication et de l'information. Il semblerait que nous soyons en train d'attendre des solutions qui viendraient d'ailleurs. Cela ne marchera pas, car il n'y a aucun pays dans le monde qui ne soit épargné par ce problème. Il est certain que ces pays sont en train de préparer leurs propres solutions pour assurer leur développement durable, et cela avant qu'ils ne puissent venir à notre aide. D'abord qu'on commence par mobiliser tout ce qu'on peut faire à notre niveau sans compter sur qui que ce soit. Nous avons des problèmes et nous pouvons les régler dans notre contexte africain. Sur le plan de la recherche, je continue de le dire, on a de très bons chercheurs. C'est vrai qu'il faut créer un environnement qui soit favorable donc à la collaboration entre le domaine de la recherche, le secteur privé, le secteur des investissements et le gouvernement. Il faut l'action, elle dépend avant tout des personnes privées, des sociétés privées, des personnes physiques, des entrepreneurs, de la société civile. L'Afrique peut développer son économie verte. Nous en avons les compétences. Les enjeux du développement durable sont des opportunités de repenser notre développement. Pour cela, nous pouvons faire appel à nos pratiques ancestrales et aux innovations technologiques. Et pour passer à l'action, il nous faut plus d'informations. Les pratiques ancestrales sont des savoir-faire développés par les populations locales qui ont observé et reproduit le comportement de la nature pour améliorer leur cadre de vie. Le zaï en est un exemple. Lorsque les pluies sont rares, les populations savent utiliser les termites pour augmenter la production agricole et recréer des forêts. Le changement climatique n'est pas un risque futur en Afrique. Depuis les années 70, nous subissons une baisse des pluies et une hausse des températures incontestable. Pour s'y adapter, des populations font appel aux zaï. Elles créent des écosystèmes naturels, des écosystèmes post-industriels pour améliorer leur production alimentaire et réparer leur environnement. La recherche scientifique s'intéresse à ces pratiques ancestrales. Ce sont de véritables stratégies d'ingénierie écologique offrant aux populations rurales des outils accessibles pour s'adapter aux changements environnementaux et à la hausse des prix alimentaires. L'objectif de l'ingénierie écologique, c'est tout simplement d'essayer de restaurer, de maintenir ou alors de créer carrément des types d'écosystèmes ou des types d'habitats qui sont des habitats viables. Le zaï peut être considéré comme un exemple d'ingénierie écologique parce que le zaï, c'est un système traditionnel, une pratique traditionnelle de restauration de sols dégradés dans les zones, disons, sahéliennes essentiellement. Et donc, c'est un système ancestral qui a existé dans des pays tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, dans ces zones sahéliennes-là. Le facteur limitant, c'est la disponibilité de l'eau pour les plantes et également la fertilité du sol. En un mot, le zaï consiste tout simplement, dans un premier temps, à essayer de restaurer des sols complètement dénudés, des sols complètement dégradés, en tout simplement, dans un premier temps, faisant des pokés. On essaye d'apporter la matière organique issue donc des déchets domestiques ou des déchets agricoles dans ces pokés-là. Et lorsqu'on apporte cette matière organique, elle va attirer naturellement les rares organismes du sol qui arrivent à vivre dans des conditions aussi extrêmes de sécheresse que sont les termites. Et ces termites-là vont arriver évidemment autour des sources de matière organique uniques qui sont dans ces pokés. Ces termites vont consommer ou manger cette matière organique. En mangeant cette matière organique, ces termites vont fertiliser localement le sol, mais de par leur activité également, ces termites vont donc créer des galeries dans le sol à partir du nid, en prospectant pour rechercher la nourriture et en localisant la nourriture, ces termites vont créer des galeries, un énorme système de galeries qui vont ramener des sols beaucoup plus riches en surface. Et du coup, pendant la saison sèche, le termite travaille pour l'homme et
au début de la saison humide, maintenant, donc les populations qui adoptent ce système traditionnel vont venir faire les semis, vont venir s'aimer donc les graines, notamment c'est le mil ou le millet ou le sorgho qu'ils plantent dans ces zones-là. Et automatiquement, avec les pluies qui arrivent, toutes ces pluies, il n'y aura plus de ruissellement, moins de perte d'eau, parce que la quantité d'eau, la petite quantité d'eau qui tombe dans ces zones sera concentrée dans ces poquets, parce qu'on associe à cela des techniques anti-érosives également. On va mettre des cordons pierreux tout autour des poquets, de telle sorte que cela va réduire la perte des sols, mais surtout l'eau sera concentrée dans ces poquets. Et avec l'activité des termites qui a précédé, on va avoir une bonne infiltration de l'eau dans le sol. Et l'eau étant le facteur limitant dans ces milieux, on aura une productivité agricole qui sera améliorée. Les données scientifiques récoltées ont montré clairement qu'on a une augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol, avec donc l'activité thermitique dans les ailes de 3 à 4 fois supérieure à l'infiltration dans un sol normal. Avec le zaï, le président va récolter 4 à 5 fois ce qu'il aurait pu récolter sans le zaï. Du fait de l'activité des termites et du fait de l'activité agricole qui a suivi, le sol devient moins difficile à cultiver que 5 ans auparavant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des paysans passent souvent du zaï, une partie de leur zaï agricole, et le transforment en zaï forestier pour plusieurs raisons. Parce que ça permet d'avoir des ligneux dans une zone où normalement il n'y a quasiment pas de végétation, et beaucoup de personnes parmi ces paysans utilisent des plantes médicinales justement, font des jardins de plantes médicinales à partir donc des zaïs forestiers. En se référant à cette carte de rouge, on voit bien que le zaï peut s'appliquer dans toute cette bande-là, partant carrément donc de la Mauritanie jusqu'au niveau de l'Éthiopie, jusqu'à la frontière avec l'Éthiopie, et également dans la partie sud de l'Afrique également. On peut partir donc du Kenya jusque dans certaines zones de Madagascar où on peut potentiellement appliquer cette technique. Le système de suivi de l'étude du zaï au Burkina Faso est un cas unique. Donc le monsieur qui est responsable de ce système, qui s'appelle Yacouba, nous a dit qu'en fait il travaillait en Côte d'Ivoire, et lors d'un songe, il s'est rendu compte que ses ancêtres lui ont dit qu'il faut qu'il retourne à la terre pour réactiver ce système des zaï. Donc c'est ce qu'il nous a expliqué, et c'est ce qui fait qu'il a eu, il a un attachement culturel à la pratique du zaï, de telle sorte qu'ils ont développé une école sur ce site. La recherche est venue plus tard. Ce ne sont pas des sites, expérimentaux que nous avons montés. On a eu la chance d'avoir, des séries chronologiques du début du zaï jusqu'à 20 ans de pratique de zaï dans ce système. Pour travailler en harmonie avec la nature, il faut la connaître. Donc il faut de la recherche, il faut l'étudier, et ensuite maintenant développer les moyens pour que ce partenariat nature-société humaine soit bénéfique pour les deux. Il faut repenser complètement la relation entre la société humaine et la nature. Nous devons travailler ensemble avec la nature, nous devons travailler en harmonie avec la nature et non contre la nature, parce que de toutes les façons, la nature est toujours plus forte. Les innovations techniques et technologiques sont le cœur du développement durable. Elles inventent les modèles post-industriels qui concilieront la croissance des activités humaines et la réparation de notre environnement. Leur mise en œuvre nécessite des innovations économiques, sociales ou réglementaires. Ces outils sont indispensables pour nous engager dans une économie verte. Depuis 40 ans, de nouveaux modèles dits post-industriels sont développés. Aujourd'hui, ils sont techniquement mûrs. Ils sont compétitifs dans un monde où le prix des matières premières ne cesse d'augmenter. Ces technologies permettent de mieux prélever nos ressources, de développer des systèmes de production plus efficaces en réduisant les pertes et les gaspillages, en prévoyant d'avance la valorisation de nos déchets qui contiennent encore des ressources. Les déchets offrent un gisement d'innovation facile à développer en Afrique. Ces innovations permettent de créer localement des ressources, de lutter contre le changement climatique en contribuant à la sécurité alimentaire et à la sécurité énergétique de nos pays. Le premier projet africain de ce type est développé en Côte d'Ivoire. C'est aussi le premier projet carbone de la zone UEMOA à être enregistré au protocole de Kyoto. La mission, c'est de valoriser les déchets en produisant de l'électricité et puis de l'engrais biologique. On prend les déchets, on les verse quelque part. C'est tout. Dans tous les pays africains, c'est comme ça. Les déchets collectés en ville sont acheminés vers une décharge à ciel ouvert où ils seront enfouis.
On peut retrouver dans une même décharge des déchets biomédicaux, des déchets ménagers et des déchets d'usine. Ces déchets sont valorisés par des récupérateurs, hommes, femmes et enfants, qui récupèrent tout ce qu'ils trouvent acheteurs. Le reste est abandonné au pourrissement. Cette manière de valoriser les déchets peut avoir de graves conséquences sur l'environnement et la santé. Car les déchets déversés vont se décomposer. En se décomposant, ils vont libérer un liquide souillé. Appelé le lixivia, ce liquide est toxique pour l'homme et l'environnement, car il va se diriger vers le fond de la décharge. Les décharges urbaines sont parfois situées au-dessus de nappes phréatiques. Ce sont des réserves naturelles, sous terre, où l'on puise l'eau pour alimenter les villes. Le lixivia peut alors s'infiltrer dans les sols et atteindre la nappe phréatique. Il y a un risque de contamination des réserves d'eau de la ville et donc risque de contamination de ses habitants. Une autre forme de pollution existe. Elle se trouve en surface de la décharge. La décomposition des déchets libère aussi un gaz invisible dans l'air. Les matins, ce gaz se voit sous forme de brouillard, au-dessus et autour de la décharge. Puis, quand le soleil se lève et que la chaleur augmente, le brouillard disparaît. Mais ces gaz continuent à se former, en libérant du méthane et du dioxyde de carbone dans l'air. Ces gaz sont particulièrement nocifs pour l'environnement, mais des solutions industrielles permettent de les valoriser. C'est ce méthane-là que nous venons comme défi de prendre ce méthane, le transformer, et il va donner, dans nos transformations, je vais expliquer après, il va donner une grande vapeur d'eau qui va faire tourner nos turbines et puis donner de l'électricité. Il y a un dicton dans le monde du recyclage, les ordures sont de l'or qui dure. Pour le réaliser en Afrique, il nous faut développer des centres intégrés de valorisation des déchets. Dans un monde où les ressources sont finies, ces déchets sont des ressources auxquelles nous pouvons donner une seconde vie économique. Chaque type de déchet peut faire l'objet d'une valorisation avec des outils industriels dédiés réunis sur un même site. Les déchets plastiques, les déchets papier et les déchets de verre bénéficieront chacun d'un traitement spécifique pour créer de nouveaux produits qui seront réutilisés dans l'industrie. Les matières organiques issues des déchets végétaux ou animaux produits par les foyers ou les industriels font l'objet d'un processus de valorisation dédié. Pour mieux comprendre cette valorisation, nous pouvons la comparer à ce qui se passe quand nous mangeons. Les déchets organiques sont d'abord broyés, comme nous mâchons les aliments avec nos dents. Ces déchets broyés sont ensuite acheminés vers un biodigesteur, une cuve où ils seront digérés, comme nous digérons les aliments dans notre estomac. Lorsque les déchets arrivent dans le biodigesteur, on les malaxe et on ajoute des micro-organismes. Ces micro-organismes mangent les déchets pour accélérer leur décomposition et améliorer la production de gaz. À la différence d'une décharge traditionnelle, les gaz sont produits dans un environnement fermé, ce qui permet de les collecter, de les filtrer et de les stocker sans aucune fuite dans l'air, protégeant ainsi notre environnement. Les gaz filtrés sont ensuite acheminés vers un brûleur qui va brûler ces gaz. La particularité de ces gaz, quand on les brûle, est de produire une vapeur d'eau. Il n'y a donc pas de pollution. Cette vapeur d'eau, très chaude, est alors conduite vers une turbine. La puissance de cette vapeur fait tourner la turbine à très haute vitesse. C'est cet élan mécanique de la turbine qui crée de l'électricité. L'électricité produite est transmise vers différents équipements pour la préparer, la réguler et l'envoyer dans le réseau national pour électrifier les villes et les campagnes. C'est ainsi qu'au lieu de laisser pourrir les déchets à l'air libre, en mettant en danger notre environnement, nous pouvons produire une énergie propre, comme cela se fait dans des pays développés ou des pays émergents, mais pas encore sur notre continent. La valorisation des déchets organiques ne s'arrête pas là, car nous n'avons valorisé que le gaz. Il reste encore de la matière organique dans le biodigesteur, qui peut aussi être valorisée. Cette matière est collectée depuis le biodigesteur pour être acheminée vers un autre processus, où elle sera transformée en engrais biologique. Cette matière contient des éléments nutritifs, de la nourriture pour les plantes, qui peut encore être utilisée. Elle est analysée pour savoir quels éléments nutritifs elle contient et quels sont les éléments qui doivent être apportés pour enrichir son pouvoir fertilisant. À la fin de ce processus d'enrichissement, cette matière devient un engrais biologique qui peut être utilisé par nos parents planteurs pour améliorer la productivité de leurs champs. La qualité des sols en sera améliorée, ils seront plus riches, plus fertiles, renforceront les plantes et amélioreront les récoltes. C'est le premier projet enregistré au protocole de Kyoto pour tout l'UMOA. C'est le premier projet de transformation des déchets en électricité et en compost en Afrique. Et il a été le tout premier aussi reconnu dans les instances, dans les grandes instances de l'ONU au protocole de Kyoto. On a besoin des jeunes aujourd'hui, de la trempe de Léonard, qui peuvent croire à, comment on appelle ça, au changement de l'Afrique pour le développement.
pour le développement et uniquement le développement. Et le développement, c'est dans tous les secteurs. Le développement durable n'est plus un choix. Le monde doit s'engager dans une économie verte. La question est de savoir comment l'Afrique pourra jouer sa propre partition. Nous avons les hommes, les savoirs et les ressources naturelles. Nous avons la chance de pouvoir repenser notre développement. Il nous faut mieux informer pour pouvoir innover et assurer le développement durable de notre continent.